Le 30 avril 2025 resterait marqué dans l'histoire comme le jour où le monde noir s'était levé d'une seule voix. À Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, les rues bouillonnaient de personnes chantant des hymnes de résistance. La tentative de coup d'État contre le président Ibrahim Traoré avait échoué, mais l'attaque contre le dirigeant avait déclenché quelque chose d'inattendu. De Paris à New York, de Johannesburg à Sydney, des hommes et des femmes noirs descendaient dans les rues en signe de solidarité. On aurait dit que le monde entier venait de se réveiller face à une nouvelle réalité. À Paris, Layla Johnson menait une foule rassemblée au cœur du Marais. Ses yeux brillaient de larmes tandis qu'elle tenait un mégaphone. « Aujourd'hui, nous sommes tous burkinabés !» cria-t-elle, sa voix résonnant entre les bâtiments historiques de la ville. À ses côtés, Marcus, un photographe sud-africain, capturait chaque détail. Des visages peints aux couleurs panafricaines, des poings serrés et des pancartes portant des messages d'espoir. Il savait qu'il était en train de documenter un moment historique, quelque chose qui changerait le monde. Pendant ce temps, à Johannesburg, Zanele Mokoena regardait en direct les manifestations sur son téléphone portable. Elle ressentait un mélange de fierté et d'indignation. En tant que membre d'une organisation étudiante anticoloniale, elle avait toujours su que la lutte était globale, mais elle n'aurait jamais imaginé voir autant de personnes unies autour d'une cause africaine. Elle décida d'organiser un sit-in local en appelant des amis et collègues à la mobilisation. « Si nous ne prenons pas position maintenant, qui le fera ?» se demanda-t-elle. Au centre de tout cela se trouvait Ibrahim Traoré, dont la figure mystérieuse semblait transcender les frontières. Même temporairement confiné après l'attentat, ses paroles continuaient de résonner. « L'Afrique ne sera plus jamais silencieuse », y avait-il déclaré dans un discours précédent. Cette phrase devint le mantra des manifestants. Pourtant, personne ne savait comment il allait réagir face à cette vague de soutien mondial. Le silence du président était assourdissant. Alors que la nuit tombait sur Ouagadougou, l'air s'alourdissait d'anticipation. Les nouvelles des manifestations parvenaient jusqu'au président, rapportées par son fidèle conseiller, Amadou Diallo. « Monsieur, ils sont avec vous », dit Amadou en lui remettant des photos des foules venues du monde entier. Traoré resta silencieux, les yeux fixés sur les images. Il savait qu'il devait répondre. Mais comment? Le poids de la responsabilité pesait sur ses épaules, mais il allumait aussi une flamme d'espoir. Amadou observait son leader avec inquiétude. Il savait que Traoré réfléchissait profondément à l'impact de ses prochaines paroles. « Le monde a les yeux tournés vers vous, monsieur », dit Amadou, mais il regarde aussi vers lui-même. Traoré hocha lentement la tête, conscient de la gravité du moment. Il savait que sa réponse ne pouvait pas être seulement politique. Elle devait être humaine, viscérale, transformante. Le silence d'Ibrahim Traoré commençait à inquiéter beaucoup de monde. Pour les manifestants, son absence sur la scène publique apparaissait comme un signe de faiblesse ou d'hésitation. À Paris, Layla Johnson sentait la pression monter. « Pourquoi est-ce qu'il ne dit rien ?» interrogea-t-elle lors d'une réunion avec d'autres militants. « Nous avons besoin d'un mot d'encouragement, quelque chose qui nous rassemble encore davantage. » Sa frustration était évidente, mais Marcus, toujours calme, posa une main sur son épaule. « Il parlera au moment opportun, » répondit-il. Traoré sait ce qu'il fait. Pendant ce temps, au Burkina Faso, les auteurs du coup d'État avorté tentèrent de reprendre du terrain. Ils répandaient des rumeurs sur les réseaux sociaux, accusant Traoré d'avoir orchestré les manifestations pour gagner en popularité. Ces mensonges se propageaient rapidement, créant des divisions au sein de certains groupes. Amadou Diallo comprit le danger et alerta le président. « Monsieur, il faut agir maintenant. Ils utilisent nos propres armes contre nous. » Zanele, depuis Johannesburg, livrait sa propre bataille. Certains de ses camarades étudiants hésitaient à participer au sit-in, craignant des représailles. « C'est plus grand que nous », leur affirma-t-elle en cherchant à les convaincre.
Si nous ne prenons pas position maintenant, qui le fera? Ces paroles touchèrent certains, mais d'autres restèrent sceptiques. La tension montait, et Zanel ressentait tout le poids de la responsabilité. Elle savait qu'elle devait trouver le moyen d'inspirer ses pairs. Layla, quant à elle, puisait sa force dans la solidarité. Elle appela Marcus pour lui demander d'envoyer ses photos aux grands journaux internationaux. « Cette histoire doit être racontée », dit-elle. « Le monde entier doit voir ce que nous sommes en train de faire. » Marcus accepta, mais il la mit en garde contre les risques. « Tu sais que cela pourrait attirer une attention indésirable, n'est-ce pas ?» Layla sourit. « Qu'ils viennent, nous sommes prêts. » Cette nuit-là, Traoré prit finalement une décision. Il fit appeler Amadou et commença à rédiger un message. Ce ne serait pas simplement un discours, ce serait une déclaration destinée à embrasser toute la diaspora noire. Mais il savait que chaque mot devrait être choisi avec soin. Une erreur pourrait faire s'effondrer tout ce qui avait été construit. Il réécrivit, corrigea, cherchant la perfection. Les jours suivants furent marqués par une préparation intense. Au Burkina Faso, Traoré travaillait sans relâche à la rédaction de son message, relisant chaque phrase avec Amadou. « Nous devons toucher leur cœur », déclara-t-il. « Je ne veux pas simplement prononcer un discours, je veux inspirer. » Amadou hocha la tête, conscient de la profondeur des paroles de son président. Il ne s'agissait pas seulement de politique, c'était une question d'identité et de sens. Pendant ce temps, Layla, à Paris, organisait une grande assemblée rassemblant des représentants de diverses communautés noires. Elle tenait à ce que toutes les voix soient entendues. Durant l'événement, elle rencontra une femme nommée Fatoumata, une immigrée sénégalaise qui partageait des histoires de lutte et de résistance dans son pays d'origine. « Nous sommes plus forts ensemble », dit Fatoumata émue. Layla sentit un nœud se former dans sa gorge. C'était exactement ce qu'elle souhaitait transmettre. La diversité des expériences présentes dans la salle renforçait l'idée que cette lutte était mondiale. Chaque histoire était unique, mais toutes convergeaient vers le même objectif, la justice et l'égalité. À Johannesburg, Zanele réussit à mobiliser une foule significative pour le sit-in. Il prit la parole avec passion, évoquant des leaders africains tels que Thomas Sankara et Nelson Mandela. « Notre héritage n'est pas seulement fait de douleur », affirma-t-il. « Il est aussi fait de courage et de résilience. » Ses camarades applaudirent, et il sentit qu'enfin, il avait brisé les barrières du doute. L'énergie dans l'air était presque palpable, et tous semblaient prêts à passer à l'action. Marcus, pendant ce temps, envoyait ses photos aux journaux du monde entier. Les images puissantes des manifestations commençaient à faire leur chemin, amplifiant davantage le message d'unité. Il reçut des messages de reconnaissance de personnes inconnues, ce qui lui fit prendre conscience du pouvoir de l'art en tant qu'outil de transformation sociale. Ces photographies étaient bien plus que de simples clichés. Elles étaient le témoignage d'une révolution silencieuse. Enfin, arriva le moment décisif. Traoré enregistra son message, qui serait diffusé en direct à travers le monde entier. Il choisit un décor sobre mais symbolique, une place publique à Ouagadougou, entourée d'enfants et de personnes âgées. « Voici notre Afrique », dit-il, fixant directement la caméra. « Elle appartient à chacun d'entre nous. » Amadou observait attentivement, conscient que cette opportunité était unique. Avant la diffusion, Traoré médita sur le poids de ces mots. Il savait que des millions de personnes seraient à l'écoute et que chacune de ces phrases pourrait changer des vies. « Que ma voix soit l'écho de la leur », pensa-t-il en prenant une profonde inspiration. Il était prêt, non seulement à parler en tant que président, mais à incarner la voix d'un peuple qui refusait de se taire. Les jours suivants furent marqués par une préparation intense. Au Burkina Faso, Traoré travaillait sans relâche à la rédaction de son message, relisant chaque phrase avec Amadou. « Nous devons toucher leur cœur », déclara-t-il. « Je ne veux pas simplement prononcer un discours, je veux inspirer. » Amadou hocha la tête, conscient de la profondeur des paroles de son président. Il ne s'agissait pas seulement de politique,
C'était une question d'identité et de sens. Pendant ce temps, Layla, à Paris, organisait une grande assemblée rassemblant des représentants de diverses communautés noires. Elle tenait à ce que toutes les voix soient entendues. Durant l'événement, elle rencontra une femme nommée Fatoumata, une immigrée sénégalaise qui partageait des histoires de lutte et de résistance dans son pays d'origine. « Nous sommes plus forts ensemble », dit Fatoumata émue. Layla sentit un nœud se former dans sa gorge. C'était exactement ce qu'elle souhaitait transmettre. La diversité des expériences présentes dans la salle renforçait l'idée que cette lutte était mondiale. Chaque histoire était unique, mais toutes convergeaient vers le même objectif, la justice et l'égalité. À Johannesburg, Zanel réussit à mobiliser une foule significative pour le sit-in. Il prit la parole avec passion, évoquant des leaders africains tels que Thomas Sankara et Nelson Mandela. « Notre héritage n'est pas seulement fait de douleur, affirma-t-il. Il est aussi fait de courage et de résilience. » Ses camarades applaudirent, et il sentit qu'enfin, il avait brisé les barrières du doute. L'énergie dans l'air était presque palpable, et tous semblaient prêts à passer à l'action. Marcus, pendant ce temps, envoyait ses photos aux journaux du monde entier. Les images puissantes des manifestations commençaient à faire leur chemin, amplifiant davantage le message d'unité. Il reçut des messages de reconnaissance de personnes inconnues, ce qui lui fit prendre conscience du pouvoir de l'art en tant qu'outil de transformation sociale. Ces photographies étaient bien plus que de simples clichés. Elles étaient le témoignage d'une révolution silencieuse. Enfin, arriva le moment décisif. Traoré enregistra son message, qui serait diffusé en direct à travers le monde entier. Il choisit un décor sobre mais symbolique, une place publique à Ouagadougou, entourée d'enfants et de personnes âgées. « Voici notre Afrique », dit-il, fixant directement la caméra. « Elle appartient à chacun d'entre nous. » Amadou observait attentivement, conscient que cette opportunité était unique. Avant la diffusion, Traoré médita sur le poids de ces mots. Il savait que des millions de personnes seraient à l'écoute et que chacune de ces phrases pourrait changer des vies. « Que ma voix soit l'écho de la leur », pensa-t-il en prenant une profonde inspiration. Il était prêt, non seulement à parler en tant que président, mais à incarner la voix d'un peuple qui refusait de se taire. Dans les jours qui suivirent le discours de Traoré, le monde assista à une transformation profonde et significative. Au Burkina Faso, les conspirateurs du coup d'État furent arrêtés, mais cela ne suffit pas à restaurer pleinement la confiance du peuple. Traoré savait qu'il devait reconstruire non seulement le gouvernement, mais aussi la confiance des citoyens en son leadership. Il entama une série de visites dans des communautés rurales où il dialoguait directement avec les habitants. « Notre force vient de vous », répétait-il souvent. Ces mots résonnaient profondément, surtout auprès des jeunes. À Paris, Layla poursuivit son engagement pour la promotion de l'égalité raciale, inspirée par le message d'unité lancé par Traoré. Elle organisa un événement intitulé « Afrique globale », rassemblant des militants venus des 4 coins du monde. Durant ce rassemblement, elle partagea des histoires de résistance et insista sur l'importance de garder vivante la flamme du combat. « Nous ne pouvons pas nous contenter de petites victoires », déclara-t-elle. « Il faut continuer à exiger des changements réels. » Sa passion était contagieuse, et nombreux furent ceux qui repartirent motivés. Marcus publia un livre photo intitulé « L'Afrique se lève », qui devint rapidement un best-seller mondial. Il voyagea dans plusieurs villes pour le promouvoir, donnant des conférences sur le pouvoir de l'art comme outil de transformation sociale. Lors de l'une de ces rencontres, il fit la connaissance d'une jeune photographe nigériane nommée Ngozi qui débutait dans sa carrière. Ils échangèrent longuement sur la manière dont la photographie pouvait servir à documenter et inspirer des mouvements sociaux. Marcus vit en Ngozi le visage d'une nouvelle génération d'artistes engagés dans le changement. À Johannesburg, Zanel fonda une organisation étudiante baptisée Réveil africain. Cette structure mettait l'accent sur l'éducation politique, la sensibilisation citoyenne et le soutien aux projets communautaires. Il se rendit même au Burkina Faso
pour rencontrer Traoré en personne. Les deux hommes eurent une longue discussion sur l'avenir de l'Afrique. « Tu représentes la nouvelle génération », lui dit Traoré avec un sourire. « Je suis fier de toi. » Zanele ressentit un profond sentiment d'honneur et sa mission fut renforcée. Il savait que le chemin serait difficile, mais il avait désormais des alliés puissants. De son côté, Fatoumata retourna au Sénégal pour s'investir dans des projets communautaires. Elle créa un centre culturel nommé Racines africaines, SAN, proposant des cours d'histoire africaine, d'arts et de langues locales. Ce lieu devint rapidement un point de rassemblement pour les jeunes désireux d'en savoir plus sur leurs origines. Fatoumata restait en contact régulier avec Laïla, et ensemble, elles élaboraient de nouvelles formes de collaboration. « La lutte continue », disait un jour Fatoumata, « mais désormais nous savons que nous ne sommes plus seuls. » Les manifestations firent place à un mouvement global durable, avec la création de réseaux de solidarité dans divers pays. À Ouagadougou, une statue fut érigée en hommage aux manifestants, portant une plaque gravée « Notre force réside dans notre unité ». Traoré poursuivit son mandat avec sagesse et humilité, n'oubliant jamais que son rôle était de servir le peuple. Il savait que le véritable changement naît du bas vers le haut et que sa mission était avant tout de donner voix à ceux qui avaient longtemps été réduits au silence. Des mois plus tard, les manifestations laissèrent place à un mouvement global durable. À Ouagadougou, la statue érigée en hommage aux manifestants devint un symbole de résistance et d'espoir. Chaque jour, des personnes de tous âges venaient visiter le site, déposant des fleurs, des lettres et des messages de gratitude. On aurait dit que la place s'était transformée en un sanctuaire vivant, où les mémoires du combat étaient célébrées et perpétuées. Traoré visitait souvent les lieux, réfléchissant à l'impact collectif qu'avaient eu ces hommes et ces femmes. Laïla, Marcus, Zanele et Fatoumata suivirent chacun un chemin différent, mais ils restèrent unis par une même cause. Ils savaient que leur travail ne faisait que commencer, mais ils avaient aussi conscience du pouvoir qu'ils possédaient pour changer le monde. « L'Afrique se lève », dit un soir Zanele en observant les étoiles, « et nous sommes avec elle. » Ces mots résonnèrent comme un rappel. La lutte ne se terminerait jamais. Chacun trouva sa manière de contribuer au mouvement, que ce soit par l'art, l'éducation ou l'organisation communautaire. Marcus continua de documenter les changements à travers le monde, capturant des moments que beaucoup jugeaient impossibles. Son œuvre était une preuve que l'art pouvait être une arme puissante contre l'injustice. Il savait que chaque photo prise était une forme de résistance, un moyen de garder vivantes les histoires de ceux qui avaient lutté avant lui. Durant un de ses voyages, il rencontra un groupe d'artistes jeunes en Afrique de l'Ouest qui utilisaient les fresques murales pour raconter des histoires de résistance. Inspiré, il décida de collaborer avec eux, étendant encore davantage la portée de son message. Fatoumata, au Sénégal, vit ses projets communautaires prospérer. En plus du centre culturel Racines africaines, elle organisa des conférences annuelles sous le thème « L'Afrique du futur ». Ces événements rassemblaient des leaders locaux, des enseignants et des militants autour de discussions sur les stratégies de développement durable. « Le passé nous enseigne le présent », disait-elle souvent, « et le présent façonne le futur ». Son engagement devint un exemple pour tous ceux qui l'entouraient, et elle s'imposa comme une figure influente dans son pays. Zanele, quant à lui, devint une voix inspiratrice chez les jeunes. Il voyageait à travers le continent, parlant de l'importance de l'unité et de la résistance. « Nous ne pouvons pas reculer », affirmait-il. « Nous avons le pouvoir de construire un avenir meilleur. » Son enthousiasme était contagieux, et il incitait toujours plus de personnes à rejoindre le combat. Il entreprit également l'écriture d'un livre retraçant son parcours pendant le mouvement mondial, relatant les enseignements et les défis rencontrés. Il souhaitait que son histoire serve de guide pour les générations futures. À la fin, l'histoire d'Ibrahim Traoré et de cette union globale laissa un héritage éternel.
Elle prouvait que lorsque les gens s'unissent autour d'une même cause, ils peuvent déplacer des montagnes. « L'Afrique se lève », répéta Zanele, comme une prière. Ainsi, l'histoire se concluait, mais une certitude demeurait. La lutte continuait et l'avenir leur appartenait à conquérir. Les voix qui avaient résonné dans les rues d'Ouagadougou, de Paris, de New York et de Johannesburg persistaient encore, rappelant au monde entier que l'union est la clé de toute transformation. Quant à Traoré, il poursuivit son rôle de dirigeant du Burkina Faso avec humilité et détermination. Il savait que sa plus grande victoire n'était pas le pouvoir politique, mais la capacité d'inspirer des millions de personnes à croire en elles-mêmes. L'avenir appartient à ceux qui le combattent, déclara-t-il lors de l'un de ses derniers discours publics. Et par ces mots, il scella son statut de leader dont l'influence traversa frontières et générations.